Bonjour à tous, Éric Moutarde du pôle économie gestion pour la présentation de ce webinaire consacré à l'actualité des placements. Comme vous le savez, ce webinaire a été décalé suite à l'explosion des locaux au 277 rue Saint-Jacques, explosion qui a fait qui a entraîné deux décès et de nombreux blessés. Donc, toutes nos prières accompagnent ces personnes. Donc, nous sommes heureux, nous, SNOJEC, de présenter aujourd'hui ce webinaire avec le Crédit Coopératif, que je remercie pour sa présence. Pour présenter les relations que nous avons avec le Crédit Coopératif, donc c'est un établissement avec lequel nous avons un partenariat qui est ancien, 30 ans. Ils ont une part de marché qui est tout à fait significative. 10% des OGEC sont clients du Crédit Coopératif. Ils pèsent 65 millions d'euros de placement. On représente 8% des encours pour leur clientèle associative, ce qui est donc significatif. Et ils ont 120 chargés d'affaires répartis sur toute la France qui nous connaissent plutôt bien et avec lesquels on échange en moyenne 2 fois par an pour soit des points d'actualité, soit des points spécifiques de formation liés à notre caractère et à notre organisation. Donc, il y aura deux intervenants côté Crédit Coopératif, donc je les laisserai se présenter. Juste au préalable, un petit point sur la raison pour laquelle il nous a semblé nécessaire d'aborder ce sujet maintenant. La première, c'est que nous avions jusque-là préconisé une politique qui était très conservatrice en matière de placement. L'idée générale était qu'on était prêt à assumer une légère érosion monétaire moyennant une sécurité absolue en capital. Notre trésorerie, c'est l'argent des familles, c'est l'argent des collectivités publiques. Donc, notre politique était jusqu'à présent de dire on sécurise cet argent et dans un environnement de taux faible, bon, on va connaître une légère érosion monétaire, mais finalement, ce n'est pas très grave. Préférons la sécurité au rendement. Aujourd'hui, l'évolution de l'environnement de taux fait qu'on ne peut plus se permettre tout à fait ce type d'approche. Donc, en tout cas, il faut engager une vraie réflexion, qui est en gros une réflexion sous l'angle suivant, c'est-à-dire est-ce qu'il existe un couple risque-rendement acceptable qui puisse nous permettre justement de limiter l'érosion monétaire dans le contexte actuel. Donc, le Crédit Coopératif présentera une gamme de différents produits en attirant votre attention sur les risques spécifiques à ces différents produits. Deuxième point, et ça va être un des points essentiels de la présentation d'aujourd'hui, en tant qu'enseignement catholique, je mets des guillemets à catholique, mais c'est important. On est très sollicité, alors je parle commercial, catholique et commercial, on est très sollicité, démarché sur des placements qui sont dits éthiques ou socialement responsables. Il nous a semblé nécessaire, d'une part, de clarifier ce vocabulaire qui est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire, et d'autre part, de rappeler que ces différents labels ne constituent pas une garantie de sécurité du capital en matière de placement. Voilà, donc à nouveau, je remercie le Crédit Coopératif à qui je cède la parole maintenant et nous nous ménagerons un temps de questions-réponses à l'issue de la présentation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Voilà, donc Muriel et Césarée, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Muriel Flash, je suis la responsable de la salle des marchés du groupe Crédit Coopératif. Donc, on intervient sur 3 thématiques qui sont la couverture du risque de change, la couverture du risque de taux, mais également toute la partie placement qui va nous occuper aujourd'hui. Si je regarde un petit peu au niveau de la gamme plus générale des placements, vous avez un slide et je vais démarrer par le bas. Je crois que les premiers supports que l'on connaît, ben voilà, ce sont les comptes sur livret, hein, les livrets, on connaît le livret réglementé, typiquement le livret A. Nous avons également dans notre gamme des livrets qui sont tracés, c'est-à-dire que voilà, l'argent qui est déposé par les investisseurs sur ces livrets sert exclusivement à financer certaines activités. Si je prends par exemple le livret RF3,
ça va financer ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle dans le nord de la France. Voilà, l'argent collecté sur ces livrets servira à financer ce type d'activité. Vous avez également tout ce qui est compte à terme. Là aussi, on a une gamme de comptes à terme verts. Et à nouveau, chaque euro collecté sur ce type de compte à terme égale 1 euro de financement vert. On retrouve REV3 à nouveau pour la troisième révolution industrielle dans le Nord. Et après, ce qui sera un petit peu plus l'objet de notre présentation par la suite, nous avons toute la gamme d'organismes de placement collectif, ce qu'on appelle plus généralement les fonds de notre société de gestion Ecofi Investissement, qui est une société de gestion pionnière, je dirais, dans l'ISR depuis de très très nombreuses années, mais je laisserai Cesare vous en dire un peu plus justement sur tout le volet ISR, ce que ça recouvre et tout ce qu'il y a derrière. Et vous avez d'autres supports, plutôt des supports de type obligataire, ce qu'on appelle des titres de créance. Et là aussi, vous pouvez trouver des supports avec une vocation durable, et on les évoquera également tout à l'heure. Donc, Cesare, je te propose de passer le slide suivant. Comme ça, je vais juste introduire le sommaire avant de te passer la parole. Donc, on va voir tout ce qui est placement impact, comment on peut s'y retrouver avec Cesare, qui est vraiment le spécialiste, je dirais, dans ce domaine. Je vous parlerai également ensuite de 3 exemples d'OPC à impact avec des horizons de placement différents et des risques également différents. Et on fera un petit zoom sur le fonctionnement d'une obligation à impact. Qu'est-ce qu'une obligation verte et quels sont les critères qui peuvent permettre de les, je dirais, de les différencier. Et je vais donc sans tarder passer la parole à Cesare. Merci beaucoup Muriel et bonjour à tous. Je m'appelle Cesare Vitali, je suis le responsable ISR de Ecofi Investissement. Et comme Muriel l'a dit et Eric l'a dit aussi, le but de ma présentation est de vous présenter justement la démarche ESG, environnementale, sociale et de gouvernance, qui consiste à mettre en place notre processus ISR, investissement socialement responsable. Donc on va parler beaucoup dans la présentation de ces deux façons d'intégrer les facteurs environnementaux et sociaux et de gouvernance dans l'approche d'un investisseur engagé comme Ecofi. Quelques mois avant, sur notre société de gestion, Ecofi est la société de gestion du crédit coopératif. Donc, on est contrôlé à 100% par notre société mère, les crédits coopératifs. Nous avons commencé notre démarche dans l'investissement socialement responsable en 1983. Nous avons lancé les premiers fonds de partage en Europe et depuis 2000, nous avons une démarche ISR. ISR, comme je l'ai dit avant, investissement socialement responsable. Nous gérons environ 7 milliards d'euros. Nous couvrons toutes les classes d'actifs. Donc, nous avons des fonds monétaires, obligations, actions. Concernant la démarche environnementale, sociale et de gouvernance, c'est déjà intéressant de vous signaler que 100% de la gamme de nos fonds ouverts applique notre démarche ESG, dont on parlerait avant. Et depuis 2000, je ne l'ai pas dit, mais nous sommes une société d'émission. Donc, nous avons une raison d'être qui nous oblige, si vous voulez, à intégrer encore plus la démarche ESG dans notre philosophie d'investissement. Je vous propose de regarder ensemble la slide numéro 9 qui résume quel est notre processus ISR. Alors déjà, un processus ISR, qu'est-ce que c'est? C'est un filtre. C'est un filtre ESG, environnemental, social, de gouvernance. Donc à travers ces filtres, nous excluons tous les mois les sociétés qui ne sont pas en ligne avec nos valeurs et avec nos sensibilités. Cette démarche que je vais vous présenter, comme je le disais avant, elle est appliquée sur 100% de la gamme de nos fonds ouverts et sur la grande majorité de la gamme de nos fonds fermés. Notre démarche ESG, vous voyez, elle est fondée sur 3 étapes de sélection différentes. Donc, nous avons une première étape qui vise à exclure les sociétés qui sont implantées et impliquées dans certains secteurs qui posent des problèmes, comme on verra après. La deuxième étape vise à noter les sociétés d'un point de vue ESG et bien évidemment, à travers cette deuxième étape, nous voulons exclure les sociétés considérées comme moins responsables d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance. Et la dernière étape de sélection, on exclut les sociétés qui sont impliquées dans des controverses. Et on va donner des définitions à les controverses.
aux controverses. Alors, la première étape, comme je le disais, nous visons à exclure les sociétés qui sont impliquées dans certains secteurs. Alors, Ecofi exclut surtout la gamme de nos fonds ouverts les sociétés qui sont impliquées dans 6 différents secteurs. En premier lieu, on exclut les sociétés qui sont impliquées dans les jeux d'argent, dans la production des tabacs, dans l'extraction du charbon et de la production d'énergie liée au charbon. Bien évidemment, on exclut les armements controversés. On exclut les sociétés impliquées dans les énergies fossiles non conventionnelles et conventionnelles aussi, parce qu'on exclut les pétroles. Et depuis l'année dernière, on exclut aussi les sociétés impliquées dans les pesticides. Nous avons une démarche aussi rigoureuse sur les paradis fiscaux. Alors, comme vous le savez, c'est très complexe de donner une définition aux paradis fiscaux. Ecofi fonde son critère d'exclusion actuellement sur une liste qui est composée par 71 pays. Donc, on exclut les titres d'État émis par ces pays-là, mais on exclut aussi les sociétés qui sont implantées dans ces pays-là. Dans cette liste, il y a des pays comme Monaco, comme l'île Caïman, comme Jersey, comme Macao, Hong Kong et beaucoup d'autres. Donc, en fait, nous sommes la seule société de gestion en France qui a cette rigueur concernant les paradis fiscaux. Donc, parmi nos concurrents, il n'y a pas de sociétés qui ont ces niveaux de sévérité sur les paradis fiscaux et en plus sur les secteurs exclus, comme vous pouvez les voir dans cette slide. Comme je le disais avant, à travers la deuxième étape des sélections, le but est justement de comprendre quelles sont les sociétés mieux notées d'un point de vue ESG. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On applique une méthodologie qui est composée par 330 critères ESG. Donc, on couvre toutes les démarches de la responsabilité sociale d'entreprise des sociétés. Donc, on va évaluer, par exemple, quelle est la qualité des politiques des sociétés contre le changement climatique. Quelle est la qualité des politiques mises en place par les sociétés sous le sujet de la parité homme-femme, pour citer un sujet social? Quelles sont les pratiques de gouvernance? Est-ce que, par exemple, les niveaux de parité au sein du conseil d'administration est respecté? Quels sont les niveaux d'administrateurs indépendants au sein du conseil d'administration la société a mis en place? Quelle est la qualité des politiques anti-corruption? Donc, tous ces critères-là, dont j'ai cité les plus connus, mais je pourrais parler aussi des énergies renouvelables, d'impact des consommations d'eau, consommation énergétique. Donc, comme je le disais avant, nous avons 330 différents critères ESG et on essaie vraiment de comprendre toute la qualité des politiques, des mesures et des résultats concernant la responsabilité sociale d'entreprise mise en place par les sociétés. Donc, à travers cette étape, il y a des scorings. Donc, on exclut les sociétés mal notées d'un point de vue ESG et on sélectionne bien évidemment les sociétés les mieux notées. Dernière étape des sélections, on exclut les sociétés impliquées dans des controverses. Alors, qu'est-ce que c'est une controverse? Une controverse, c'est un épisode qui peut avoir un impact négatif ou sur la réputation de la société ou sur la qualité des relations entre la société et ses parties prenantes. Donc, dans nos modèles d'analyse ESG, nous avons 4 grandes catégories de parties prenantes. Nous avons les salariés, les clients, les fournisseurs et les communautés locales. Donc, si une société est impliquée dans des accusations, des épisodes controversés concernant les relations entre la société et ses parties prenantes, ben la société, si les accusations sont graves, la société est exclue de tous nos produits. Donc, les controverses sont par exemple des accusations de corruption, des violations des droits de l'homme, des blanchiments d'argent, d'impact négatif sur les changements climatiques ou sur la biodiversité. Mais ici, vous voyez aussi des exemples des sociétés qui sont exclues par nos produits. Notre processus ISR est mis à jour tous les mois. Donc, en fait, tous les mois, nous appliquons ces 3 étapes de sélection. Donc, tous les mois, il y a des sociétés qui rentrent et qui sortent de l'univers éligible. Donc, parmi les activités principales de notre département ISR, qui est composé par 4 personnes, il y a justement l'analyse des sociétés qui, tous les mois, sortent et rentrent dans l'univers éligible et de l'application concrète de ces 3 étapes de sélection. Une société, pour pouvoir être investie par un produit d'Ecofi, doit respecter ces 3 étapes. Donc, on ne peut pas investir dans une société qui est impliquée dans les secteurs d'exclusion dont j'ai parlé avant, ou qui est impliquée dans les paradis fiscaux. On ne peut pas investir dans des sociétés mal notées d'un point de vue ESG, et on ne peut pas, en même temps, investir dans des sociétés impliquées dans des controverses. Et en fait, une société, pour passer notre filtre ESG, doit respecter les 3 étapes de sélection. Donc, on ne peut pas, par exemple, investir dans une société qui est bien notée
à travers l'étape numéro 2, mais qui est impliqué dans une controverse grave. Est-ce que c'est suffisant de faire ça pour être considéré comme un investisseur responsable? À notre avis, non. En fait, la démarche ESG d'un investisseur responsable, selon notre point de vue, est composée par 2 piliers. Donc, il y a les côtés analyse ESG, donc dont on a parlé avec notre processus ISR, mais en plus, il faut démontrer d'être capable d'accompagner les sociétés investies par nos portefeuilles pour mettre en place des politiques ESG plus rigoureuses et responsables. Et c'est pour ça que nous, depuis toujours, mettons en place une politique d'engagement, donc qui est composée par 2 sous-stratégies. Nous avons les votes et les dialogues. Comme vous le savez, quand on est actionnaire d'une société, nous sommes propriétaires d'une partie du capital social de ces sociétés. Et nous avons les droits de participer aux assemblées générales des sociétés pour exprimer notre point de vue concernant la façon de la part du management de gérer la société même. Et donc, c'est pour ça qu'Ecofi, par exemple, vote systématiquement aux assemblées générales des sociétés qui sont investies par nos portefeuilles. Et on vote comment? On vote à travers une politique très stricte qui nous demande, par exemple, de voter contre très souvent aux résolutions proposées par les managements. Donc, à chaque fois, par exemple, que les sociétés ne respectent pas certaines bonnes pratiques de gouvernance, Ecofi vote contre les résolutions qui sont proposées par les managements. Pour vous donner des exemples concrets, Ecofi vote très souvent contre les rémunérations des mandataires sociaux, donc du président et du directeur général, quand en fait ces rémunérations ne respectent pas les critères de transparence et du montant aussi qu'on demande effectivement aux sociétés investies par nos fonds. Donc, comme je le disais, l'année dernière, on a toujours plus ou moins les mêmes taux d'opposition. Nous avons eu un taux de vote contre de 41%. Il faut savoir que la moyenne de nos confrères est 20%. Donc, la FG, tous les ans, publie les taux d'opposition de toutes les sociétés de gestion françaises. Donc, la moyenne est à 20%. Donc, on est 2 fois plus sévère par rapport à nos concurrents. Et par contre, nous travaillons beaucoup avec les actionnaires minoritaires pour intégrer à l'ordre du jour des assemblées générales des points spécifiques sur les sujets ESG, environnemental, social et de gouvernance. Notamment l'année dernière, nous avons soutenu 147 résolutions des actionnaires minoritaires. Donc, nous avons la possibilité de demander aux sociétés de mettre en place des plans climatiques plus ambitieux ou de publier des données plus précises, par exemple, sur la parité homme-femme. Mais tout ça, ce n'est pas suffisant parce que, à notre avis, c'est très important aussi de dialoguer avec les sociétés sur le sujet de l'ESG. Donc, en fait, Ecofi dialogue systématiquement avec les sociétés investies par nos portefeuilles à travers des lettres, des calls, des réunions, d'une façon individuelle et collective. Donc, individuelle, c'est nous vis-à-vis des sociétés. Nous préparons, nous analysons les points de faiblesse des politiques des responsabilités sociales des sociétés. Donc ça, c'est le travail principal des analystes ESG. Donc, mes équipes et moi, nous, avant de rencontrer une société, nous analysons les documents publics des sociétés, mais aussi les documents publiés par les parties prenantes externes des sociétés, comme les ONG, qui sont souvent très critiques concernant les comportements des sociétés. Et en fait, on prépare des questions concernant les points de faiblesse des politiques des responsabilités sociales. Donc, on demande par exemple aux sociétés de donner plus d'informations concernant leur démarche de responsabilité sociale d'entreprise. On contacte les sociétés systématiquement quand il y a des controverses. Aussi pour comprendre quel est le point de vue officiel de la part des sociétés concernant l'implication des sociétés dans ce type de controverses. Donc en fait, on dialogue et individuellement avec les sociétés, mais aussi collectivement, parce que nous sommes membres des différentes coalitions d'investisseurs responsables, comme les PRI des Nations Unies, comme Access to Medicine Index Foundation, les FIR, les CDP, Shareholder for Change, vous voyez les logos dans la slide. Et en fait, le fait de faire partie de ces coalitions d'investisseurs nous donne la possibilité d'avoir un poids majeur auprès des sociétés et donc potentiellement aussi un impact majeur. Donc c'est très important effectivement de travailler avec d'autres investisseurs pour avoir plus de possibilités d'avoir un rôle d'influence auprès des politiques RSE des sociétés. Alors comment rendre clair toutes ces politiques auprès de nos clients? Il y a différents systèmes de communication qu'on met en place entre Ecofi et nos clients pour justement faire comprendre quel est l'impact extra-financier de leurs produits financiers. Parmi tous les instruments que nous avons mis en place, je signale surtout notre reporting mensuel. Nous avons un reporting mensuel qui peut être défini comme intégré,
car il est composé par deux parties. Une partie financière, avec bien évidemment toutes les informations concernant la performance financière du produit, donc la performance, les risques, l'allocation géographique, sectorielle, etc. Mais nous avons surtout dans nos reportings 3 pages dédiées à l'ISR. Donc nous avons la note ESG du portefeuille, nous avons 6 différents indicateurs d'impact, 2 sur la partie sociale, 2 environnementales et 2 de gouvernance. Notamment dans la partie environnementale, nous avons l'intensité carbone et l'empreinte carbone et les niveaux d'alignement du portefeuille avec les scénarios climatiques. Parmi les indicateurs sociaux de gouvernance, nous avons d'autres critères comme le respect de la parité homme-femme. Donc, on publie les taux de présence des femmes au niveau 4 moyen des sociétés investies par nos produits comparé avec l'univers d'investissement. Et d'autres indicateurs aussi concernant la responsabilité fiscale. J'aurais terminé avec la partie concernant notre démarche ESG. Je vous propose maintenant de vous présenter d'une façon très rapide quelles sont les principales réglementations qui existent concernant les sujets de l'ISR. Alors déjà, comme intro, je vous signale que ça c'est plutôt une nouveauté dans le secteur de l'ISR parce que dans le secteur de l'ISR, on n'a jamais eu toutes ces lois et toutes ces réglementations qui ont été introduites les dernières années, qui ont effectivement eu la mérite de mieux cadrer les politiques qui peuvent être mises en place par les investisseurs responsables et qui ont eu la mérite aussi de réduire les risques de greenwashing de la part des sociétés de gestion. Alors, la réglementation la plus connue peut-être parce qu'elle vient d'être approuvée, au niveau européen, c'est le règlement SFDR. SFDR signifie Sustainable Finance Disclosure Regulation. En gros, c'est une réglementation qui a été approuvée en 2018, mais qui est entrée en vigueur l'année dernière, qui se fixe les grands objectifs d'harmoniser les niveaux de transparence que les investisseurs financiers doivent fournir concernant leur démarche ESG. SFDR demande de mettre en place beaucoup de mesures différentes, dont surtout une chose. Elle nous demande de classer nos produits en 3 niveaux d'intensité ISR. Nous avons les articles 6, qui sont les produits qui n'intègrent pas des facteurs ESG. Nous avons les articles 8, qui sont les produits ISR niveau 1, si je peux dire ça. Après, il y a les fonds article 9. Les fonds article 9 sont les produits qui ont un objectif environnemental ou social concret et spécifique, avec le respect aussi de certaines pratiques de gouvernance. Alors, et après, chaque société de gestion a dû choisir sa définition d'investissement durable et les fonds niveau 9 doivent être investis à 100% de leurs actifs dans des sociétés qui respectent notre définition d'investissement durable. Ecofi, tous les fonds d'Ecofi sont 8 ou 9 parce que tous nos produits sont ISR. Par contre, nous estimons qu'une partie de nos produits, en particulier 9 fonds différents, ils respectent aussi notre définition d'investissement durable. Donc, ils sont investis à 100% dans ce type d'investissement. Notre définition est fondée sur 4 sous-critères. Il y a les émetteurs thématiques dans les sociétés qui génèrent au moins 25% de son chiffre d'affaires avec des activités liées à une thématique du développement durable, comme les énergies renouvelables, comme l'efficience énergétique, la santé, etc. Les émetteurs solidaires, qui sont très importants dans notre démarche ESG, sont considérés comme investissement durable et en plus on considère aussi les émetteurs alignés avec les scénarios climatiques et les green bonds et les social bonds. Donc nous avons des fonds, vous les voyez listés en bas à droite, qui sont investis exclusivement dans des sociétés qui respectent ces définitions d'investissement durable. Et ces fonds-là sont les fonds classés au niveau 9. Et ça, c'est une réglementation auquel tous les investisseurs sont obligés à respecter d'ici l'année dernière. Une deuxième réglementation, c'est la taxonomie. Je vais être très rapide. En gros, l'Union européenne en 2019 a publié une taxonomie des activités vertes. Donc, c'est la liste des activités qui peuvent être considérées comme vertes parce qu'elles ont un impact positif sur le changement climatique. Depuis janvier 2022, tous les acteurs financiers doivent publier, et nous, bien évidemment, on respecte la réglementation, dans nos indicateurs d'impact, dans nos reportings d'impact, les niveaux d'alignement de tous les produits financiers avec la taxonomie. Et on doit faire ça pour avoir les droits, si vous voulez, de présenter nos produits comme investissement socialement responsable. Une loi qui a été entrée, avant, on a parlé de 2 lois au niveau
européen. Maintenant, on parle d'une loi française. C'est l'article 29 de la loi énergie-climat qui est entré en vigueur cette année en remplaçant l'ancien article 173 de la loi sur la transition énergétique. Les investisseurs français, depuis l'année dernière, ont l'obligation de publier un rapport qui s'appelle rapport article 29 avec, vous voyez, plein d'informations concernant la façon à travers laquelle les sujets de l'ESG sont intégrés. La grande nouveauté de l'article 29 par rapport à l'article 173, c'est le focus sur la biodiversité. Donc, en fait, les investisseurs doivent faire comprendre comment l'enjeu très complexe à maîtriser de la biodiversité est intégré dans notre démarche ESG. Et bien évidemment, sur les sites d'Ecofi, vous trouverez les rapports article 29 mis à jour à fin 2022. On l'a dit avant, en France, il y a des labels qui justement ont la finalité de faire un peu la différence entre fonds ISR pas très rigoureux et fonds ISR plus stricts. Donc les labels ISR, c'est un label qui a été créé et soutenu par les ministères des économies et des finances, et c'est un label des qualités. Donc en fait, les fonds qui sont labellisés certifient que derrière un produit, il y a effectivement un processus ISR rigoureux, il y a plein de critères qui sont demandés, notamment les taux d'exclusion minimale qui doivent être supérieurs à 20%. Donc un fonds labellisé, si vous investissez dans un fonds labellisé ISR, vous savez qu'au moins 20%, les processus ISR qui sont appliqués à ces produits excluent au moins 20% des sociétés qui font partie de l'univers d'analyse initiale. Un deuxième label qui existe, c'est le label Greenfin, qui a été créé par les ministères de l'économie et de la transition énergétique. C'est un label qui a été conçu spécifiquement pour les fonds thématiques, donc pour les fonds qui sont investis dans des solutions, dans des sociétés qui développent des solutions éco-conçues, comme les énergies renouvelables, l'efficience énergétique, etc. Donc, un produit d'Ecofi est labellisé Greenfin. Les derniers labels français, c'est le label Finansol, qui s'appelle FAIR maintenant, qui certifie que les fonds solidaires respectent toute une liste de critères, notamment, et qui atteste les caractères solidaires de nos produits financiers, et il assure aussi la présence que les sociétés investies génèrent une utilité sociale et environnementale concrète et bien définie. Alors, j'aurais terminé avec la partie label et réglementation. Juste 2 mots avant de passer la parole à Muriel concernant les performances des produits. Alors, on dit souvent, il y a une idée reçue concernant les faits que les produits ISR peuvent être incompatibles avec les performances financières. Ben, c'est tout à fait le contraire. Énormément de recherches au niveau académique ont démontré que les fonds ISR et les sociétés avec des bonnes politiques RSE performent mieux par rapport aux sociétés non responsables, surtout sur le long terme. Mais pourquoi? C'est logique en fait. Donc les sociétés, l'analyse ESG, effectivement, permet de prendre en compte des risques et des opportunités qui ne sont pas prises en compte par l'analyse traditionnelle. Donc, il y a par exemple les risques de réglementation, les risques de réputation, les risques de mauvaise gestion avec des relations avec les parties prenantes, les risques d'être impliqués dans une controverse. Donc, tous ces facteurs ont forcément des coûts sous l'aspect financier. Donc, plus les sociétés sont responsables, plus ont des probabilités de bien performer, surtout sur le long terme. On ne va pas trop dans les détails de ces slides-là, mais vous verrez plein d'exemples des sociétés qui, après l'effet d'être impliquées dans des controverses, ici vous voyez des exemples comme Volkswagen, Walmart, TEPCO, British Petroleum et beaucoup d'autres, après l'effet d'être impliqués dans une controverse, ont eu des impacts négatifs très importants sur les courbes boursières, mais aussi en termes de gestion des risques financiers. Moi, j'aurais terminé avec ma partie. Je repasse la parole à Muriel et à la fin de la présentation, je serai à votre disposition pour toute question. C'est à toi, Muriel. Merci, Cesare. Oui, moi, j'ai choisi de vous parler de trois fonds à impact, qui sont clairement 3 fonds dans lesquels j'investirais, parce que c'est toujours facile de proposer des solutions, mais c'est encore mieux, je trouve, quand ce sont des solutions où on est plus que convaincu. Donc, je vais vous parler d'Ecofi Trésorerie, de Choix Solidaires et d'Ecofi Agir pour le climat, en vous détaillant les horizons de placement et le risque associé. Donc, on va commencer par Ecofi Trésorerie. Alors, c'est une SICAV monétaire, donc c'est vraiment, je dirais, le support pour la trésorerie au quotidien. C'est un fonds qui possède le label ISR.
vous voyez, vous connaissez peut-être un niveau de risque, il y a une échelle qui va de 1 à 7. Le risque le plus faible, c'est 1. Le plus élevé, vous l'avez compris, c'est 7. Donc voilà, on est sur un support qui n'est pas risqué. C'est vraiment une SICAV monétaire. On n'a plus entendu parler des SICAV monétaires pendant de nombreuses années, hein, pendant que les taux d'intérêt étaient en territoire négatif. Ça revient évidemment à la mode, puisque généralement, si je prends le cas d'Ecofi Trésorerie, sa performance, vous pouvez tabler sur un ester. Donc l'ester, c'est le taux au jour le jour sur les marchés, et il est très très lié, la corrélation est vraiment très forte avec le taux de dépôt de la Banque Centrale Européenne. Donc, par exemple, aujourd'hui, l'ester est à 3,40 parce que le taux de la Banque Centrale Européenne est à 3,50. Donc vous avez environ 10 centimes d'écart, et la performance de ce fonds depuis de très très nombreuses années, elle est plutôt de ester plus 20 centimes. C'est un fonds où, si vous êtes investi et que vous souhaitez, vous avez besoin de liquidité, vous passez votre ordre en disant je veux revendre une partie de mes parts, vous passez l'ordre avant midi, vous avez l'argent sur votre compte l'après-midi même. Donc c'est vraiment pour rémunérer, je dirais, la trésorerie au quotidien, tout en ayant un support qui est ISR et qui est labellisé d'ailleurs ISR, avec une grande expertise, hein. Ça fait plus de 20 ans, il y a un peu plus de 3 milliards sur ce fonds, et même quand les taux d'intérêt étaient négatifs, que certaines entreprises se voyaient répercuter ces taux négatifs par certaines banques, eh bien, elles étaient toujours investies sur ce support parce que c'est une des meilleures SICAV de la place, si ce n'est la meilleure. Donc voilà le premier support, pas beaucoup de risques et vraiment rémunération à très très court terme. Je vais passer tous les chiffres clés parce que voilà, je vois le temps qui s'avance et je voudrais vous laisser le temps pour les questions. On va passer à choix solidaire si tu veux bien, Cesare, merci. Alors ici, vous avez un fonds qu'on appelle un multi-actif, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez une grande partie investie sur des supports obligataires. Pour choix solidaire, c'est un minimum de 65%. Donc les supports obligataires qui sont plutôt considérés comme des supports sans risque, hein, puisqu'une obligation, effectivement, si on la détient jusqu'à son échéance et qu'il n'y a pas de défaut de la part de l'émetteur, on retrouve finalement son capital à l'échéance. Et pour essayer d'aller chercher un supplément de rémunération, vous avez une partie qui est investie en actions. Et choix solidaire, vous voyez là, en termes de risque, on est à 3 sur 7, parce qu'on a cette présence effectivement des actions. On est sur un horizon d'investissement recommandé qui est plus long, puisque l'autre, c'était vraiment très, très court. Ici, on recommande à nos clients d'investir sur ce support s'ils ont un horizon de placement d'au minimum 2 ans. Hein. À partir du moment où on a une composante action, effectivement, il faut se laisser le temps, hein, au cas où il y aura un accident. Et en plus, elle est solidaire, puisqu'on a une quote-part qui peut aller de 5 à 10%, qui est le maximum, investie dans des entreprises solidaires. Donc pas solidaires parce que définies comme telles par Ecofi, mais on est bien sur des entreprises qui sont ESUS, estampillées solidaires. Donc voilà, une belle solution, je dirais, d'une part, on a du solidaire. Vous avez d'ailleurs le label Finansol, enfin FAIR aujourd'hui, et toujours ce label ISR, pour finalement, au travers de son épargne, aider également des entreprises qui sont solidaires, sans prendre trop de risques pour autant. Ça, c'est choix solidaire. Donc là, on peut passer au slide suivant, s'il te plaît. Voilà, vous voyez à chaque fois, en fait, là, on le passe très très vite, mais vous avez typiquement des exemples de ce que l'on va reprendre dans les reporting, comme l'a dit Cesare, tous les mois. Vous avez un reporting dans lequel, bien entendu, on vous met la performance, vous avez la répartition par type d'actifs, les notations qui sont importantes, les secteurs également, plus toute la partie ISR évoquée tout à l'heure. Et enfin, je voudrais vous parler d'un troisième fonds, tout est dit dans son nom, Ecofi Agir pour le climat. Là, on est à nouveau sur un fonds multi-actif, mais avec une quote-part, cette fois-ci en action, plus importante, c'est-à-dire qu'elle est prépondérante, puisque c'est un minimum de 60% qui seront investis au travers d'actions. Donc, bien entendu, des actions qui sont en faveur de la transition énergétique et écologique, puisque ce fonds est je crois que c'est le seul fonds de la place qui possède le triple label, puisqu'il a le label ISR,
il a le label Finansol et il a également le label Greenfin. Donc, c'est un fonds article 9. Hein, les deux fonds précédents étaient article 8. Puisqu'ici, on va investir uniquement dans des éco-activités. Et encore une fois, un minimum de 60% en actions, 5 à 10% en solidaire, parce que vous avez également du solidaire, et la différence en produits de taux. Avec des performances, en slide suivant. Voilà, ça je vous l'ai dit, pardon. Encore après, peut-être. Voilà, si vous regardez, notamment 2020, où ça a été quelque peu chahuté pour tout le monde, ben voilà, je vous laisse voir les performances. Hein. Quand Cesare vous disait tout à l'heure qu'effectivement, il y a une fausse croyance, je dirais, de penser que dès qu'on est sur de l'ISR, on performe moins bien. Je pense que ça vient surtout de ce qui s'est passé l'an dernier, où effectivement, l'an dernier, ben, malheureusement, toutes les entreprises qui sont investies, je dirais, dans le pétrole, typiquement, elles ont très, très bien performé. Donc, je pense que ça vient de là, de penser qu'effectivement, à partir du moment où on est sur un fonds ISR, ça ne performe pas bien. Ben, très clairement, on n'a pas de total dans Ecofi Agir pour le climat. Donc, quand vous avez des entreprises comme celle-là qui ont plus que bien performé, ça peut donner cette impression. Mais si vous regardez un peu les performances des années passées, ben, voilà, on a des années où on est à plus de 20% sur ce type de support. Bien évidemment, là, en termes de risque, vous l'avez compris, 60% minimum d'actions, on a un risque qui est un peu plus élevé et on a un horizon de placement recommandé qui lui aussi est un petit peu plus long puisqu'on conseille de pouvoir rester investi à un minimum de 5 ans. Voilà pour les 3 fonds dont je voulais vous parler rapidement. Et on voulait faire un zoom peut-être sur les obligations à impact, ce qu'on appelle les green bonds ou encore les sustainable bonds. Alors simplement, qu'est-ce qu'une obligation ? Bien, quand une entreprise a besoin de se financer, elle a 2 possibilités. Soit elle s'adresse à ses banquiers, soit elle fait appel au marché en émettant un titre de créance qu'on appelle une obligation. Et donc, les gens qui vont acheter cette obligation, finalement, vont financer cette entreprise. Et le taux que l'entreprise va proposer au niveau de l'obligation, il va être fonction de 2 choses principalement. Bien sûr, vous avez les niveaux de taux d'intérêt sur les marchés, ça c'est tout le temps, mais vous avez également la notation qui est importante et le rang de créance. Donc ici, vous avez une échelle des notations. On a tous entendu parler du fameux triple A le jour où la France l'a perdu. Donc on a des obligations qui sont dans la catégorie investment grade. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le haut rendement, le high yield, jusqu'à des entreprises qui sont non notées. Et vous avez également le rang de créance. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est investment grade, qui emprunte à 5 ans sur une obligation où elle va finalement donner des garanties, eh bien, elle va payer un taux moins élevé que si elle emprunte sur cette même durée, elle a pourtant la même notation, mais avec un rang dit, par exemple, pour des bancaires de subordonnés, c'est-à-dire que vous êtes remboursé après tous les autres s'il y a un défaut. Donc, ce sont les 2 éléments qui interviennent. Les obligations en direct sont réservées exclusivement aux clients professionnels au sens de la réglementation MIF. Il faut également l'avoir à l'esprit, donc ce n'est pas pour tout le monde. Mais vous avez des fonds obligataires qui permettent de diversifier, je dirais, le portefeuille et qui, eux, sont accessibles à tout le monde. Si on regarde les obligations à vocation durable, en slide suivant, si tu veux bien, Cesare. Là, ce sont les rangs de créances que j'ai évoqués, encore après. On va distinguer ce qu'on appelle les green bonds. Ce sont les obligations vertes. On a des obligations sociales, les social bonds. Et on a aussi des sustainable bonds. Ces 3-ci font partie de ce qu'on appelle les use of proceeds. C'est-à-dire que les fonds qui sont collectés sur ces différentes obligations vont servir exclusivement à financer des activités qui ont été définies dès le départ. Donc, un green bond, c'est un petit peu comme nos comptes à terme verts tout à l'heure. Je vous disais, voilà, les fonds collectés vont servir exclusivement à financer du vert. Vous avez exactement la même chose sur les green bonds. Si c'est du social, eh bien c'est pareil, on aura bien une thématique. Tout ça est bien défini, c'est dans les use of proceeds. Vous avez également une autre catégorie, ce qu'on appelle les sustainability linked bonds. Ici, ces obligations, les fonds collectés ne vont pas servir à financer des projets qui sont bien identifiés, mais l'émetteur va s'engager par contre à atteindre certains critères
typiquement réduire, par exemple, l'utilisation du plastique par rapport à une consommation constatée à une certaine date. Et donc, il se dit, on va réduire de 25%, par exemple, d'ici 5 ans, la consommation de plastique. Et par contre, si on ne parvient pas à atteindre cet objectif, eh bien, on va payer un peu plus cher le dernier coupon de notre obligation. Vous voyez, donc là, autant les fonds collectés sur les premières, eh bien, on sait à quoi ils vont servir. Ici, les fonds collectés, tout simplement, si l'émetteur n'atteint pas les objectifs qu'il s'est fixés, il devra payer en quelque sorte ce que je vais appeler un malus. Voilà les obligations qu'on a mis dans la catégorie de vocation durable. Eric, j'espère que j'ai tenu le timing. Excusez-moi, j'avais un petit problème de micro. Oui, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette présentation dans un environnement un petit peu complexe. Si vous avez des questions, je vous invite à nous les adresser, ou plus spécifiquement à me les adresser, et je les renverrai après à Muriel et Cesare, et nous répondrons directement avec grand plaisir. Alors, juste une petite précision avant de conclure. Donc cette présentation a été faite par le Crédit Coopératif, et nous les en remercions. Il est bien évident que ces produits ne sont pas, dans leur philosophie, uniquement travaillés par le Crédit Coopératif, qu'il n'est pas question pour nous de vous inciter disons que voilà, si vous avez déjà une banque de référence, vous pouvez tout à fait aller interroger votre banque fort de ces informations sur ces pratiques, et après libre à vous d'arbitrer. Voilà. En tout cas, un grand merci à tous pour votre attention, et je vous souhaite d'excellentes vacances. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir, à Merci bientôt. beaucoup. À bientôt, merci.